pour commencer? Absolument. Bonjour à tous, Raphaël Charles. Voilà, donc ce matin, nous allons faire la présentation des nouveautés sur la V9. Quelques slides pour repartir un petit peu sur l'historique des versions et la nouvelle politique de Sage sur les sorties des futures versions. Vas-y Vincent. Allez. Voilà, donc bon, sur l'historique, quelques petits slides. Donc vas-y Vincent, on enchaîne. Juste pour Vas-y. Ok, donc l'historique, pour revenir en fait un petit peu sur l'historique de la ligne 1000. Hop, on y va. Ouais, voilà. Donc en fait, l'année prochaine, on va fêter les 20 ans de la ligne 1000. Donc voilà, donc depuis 20 ans en fait, Sage a un petit peu augmenté le périmètre de cette solution. Hein, il y a eu surtout la grosse avancée qui était en 2013 avec la monobase qui est arrivée. Hein, même dès 2010. Et actuellement, donc comme vous le voyez, c'est la version V9 qui est sortie en 2020. Sage va maintenant en fait sortir des versions avant. Donc il y avait une sortie des versions qui était un peu tous les 18 mois avec une version majeure. Sage maintenant change un petit peu sa politique et va sortir des versions mineures, mais avec des fonctionnalités nouvelles tous les 3 à 6 mois. Donc c'est pour ça que directement est sorti hier ou avant-hier, donc on va vous en sortir quelques mots, est sorti la V9 Release 1. Donc il y a un changement de dénomination et un changement de gestion. On aura la release version 2 R2 qui sortira en février et ainsi de suite jusqu'à la V10. Donc voilà, donc la grosse différence, c'est qu'on va avoir des grosses versions de manière classique tous les 1 an et demi ou bien 2, et entre-temps, tous les trimestres, tous les 6 mois, selon le rythme, on aura des petites versions intermédiaires qui apportent bien sûr des améliorations, mais aussi des nouveautés fonctionnelles. C'est ça la grosse nouveauté, c'est qu'avant, les nouveautés fonctionnelles, on ne les avait que sur les versions majeures. Et maintenant, on va avoir des petites versions intermédiaires par trimestre ou par semestre avec des nouveautés fonctionnelles inclus. Voilà. Et ça, à partir de la V9. Donc, c'est des gros patchs, en fait, qui sont, qu'on peut updater. Donc, voilà. Donc, il y aura quand même l'ajout de nouvelles fonctionnalités à chaque fois. Ta sensation? Oui. Donc, si on reprend, c'est la même chose, hein, mais au niveau des historiques, donc, la V650 qui reprenait la gestion des immobilisations, qui nous mettait la monobase et qui nous permettait d'avoir toujours sur la fiscalité, hein, puisque Sage respecte tout ça. Donc, on avait les premiers FEC qui arrivaient. La version V7 et V7 bis qui nous permet de faire, toujours sur les IMO, la gestion physique, le multinorme, et cet accès self-service qui nous permet de couper en fait la comptabilité ou toute la ligne 1000 en quelques écrans, qui permet en fait de donner à tout le monde l'accès à cette GFRP 1000. La V8, tout ce qui était loi anti-fraude, traçabilité, piste d'audit. Une nouvelle mouture sur le budget avec le budget par établissement et l'évolution sur les engagements de dépenses. Et cette V9 qu'on va vous présenter, qui nous apporte surtout la gestion des campagnes, la possibilité de comptabiliser des nouveaux sortes de relevés avec la banque et de comptabiliser un maximum de flux qui viennent des fichiers bancaires, notamment l'intégration des virements reçus. Et un outil de révision comptable qui commence à arriver et qui va être de plus en plus déployé dans les futures versions. Donc, vas-y, Vincent. Donc, si on reprend les gros points fonctionnels au niveau de la V9, donc on va avoir tout ce qui est orienté un peu technique, donc avec quelque chose qui a été quand même très important, c'était tout ce qui est gestion des OID numériques. Donc, le fait, en fait, qu'on aille beaucoup plus vite dans la base et qu'on puisse accepter de
plus gros volume et qui diminue en termes de place. Pour l'instant, on avait des lignes 1000 qui pouvaient prendre beaucoup de place. Et donc, avec ce nouveau système de gestion, ça nous permet de gérer du plus gros volume, d'aller en import beaucoup plus vite et d'avoir un minimum de place sur la base SQL. Donc ça, c'est très important et c'est assez intéressant pour les grosses bases. Voilà. Après, en technique, ils ont toujours amélioré en fait l'ergonomie en mode web, comme va vous présenter Vincent, puisque le mode web est vraiment c'est vraiment l'ergonomie qu'ils sont en train de développer. Hein. Le client lourd est de moins en moins utilisé et il y a de moins en moins d'évolution sur ce type d'installation. Ensuite, très orienté sur ce qu'on appelle le fast close, hein. Donc la gestion des campagnes, une gestion de calendrier pour organiser les tâches, le rapprochement intragroupe et plein de nouveautés pour la refacturation intragroupe. Hein, on avait déjà dans les anciennes versions la possibilité de faire la génération des écritures réciproques et ils ont reproduit le même cheminement avec la possibilité de gérer directement en facture. Donc, commande et facture, une facture de vente génère la facture d'achat de l'autre côté. Voilà. Et enfin, donc, dans l'enrichissement fonctionnel, un gros pavé au niveau des immobilisations avec des nouveaux modules, notamment sur la gestion des subventions. Sur le pavé banque trésorerie, ce que je vous ai dit tout à l'heure, la comptabilisation des relevés qui sont XML. Et en comptabilité, maintenant, une automatisation de la gestion des devises, puisqu'on a un petit automate qui va nous chercher et mettre à jour les cours des devises sur la BCE. Voilà, en gros, je vais laisser Vincent après affiner. Et mon dernier slide, ça sera sur les nouveautés de la V910. Donc, toujours quelques améliorations, surtout au niveau du dashboard et puis du mode web, qui continue de s'améliorer et qui continue en fait d'être beaucoup plus optimal. L'arrivée de la refacturation intragroupe native, hein, comme je vous disais, et après quelques autres fonctionnalités, notamment du déclaratif sur la DAS2 et la TVS qui peuvent sortir directement de cette Gemini maintenant sans passer par d'autres outils. Voilà en gros, donc gros investissement au niveau de cette Gemini, gros investissement au niveau de cette sur la ligne 1000, une nouvelle façon en fait de sortir des patchs avec des ajouts fonctionnels tous les 3 à 6 mois, puisqu'il y en a un que j'attends et qui sortira cette année, qui est la gestion des emprunts long terme. Donc, la possibilité de gérer tous nos emprunts long terme en mode d'amortissement constant ou en mode d'amortissement en fait aléatoire, fixe et non fixe, et la génération de l'ensemble de ces écritures, que ce soit du côté compta ou du côté trésor pour le prévisionnel de trésor. Donc, un vrai module de gestion de la dette à long terme que j'attendais ou qu'on attendait depuis très longtemps, qui va être directement intégré au produit. Voilà dans les nouveautés. Donc, Sage continue à investir énormément sur la ligne 1000, voilà, puisque c'est un produit qui marche plutôt très très bien. Voilà Vincent, à toi maintenant. Merci Raphaël. Donc du coup, je vais vous présenter la version 9. Donc on va reprendre un peu ce que Raphaël a pris au niveau de ses slides et faire des petits focus, notamment sur la partie ergonomie au travers du client web. Alors le client web, tout le monde ne l'utilise pas encore. Certains d'entre vous l'utilisent sûrement, donc je vais vous montrer des choses que vous avez déjà vues à ce niveau-là, mais d'autres ne l'utilisent pas, donc ça vous permettra de vous projeter aussi, hein, sachant que c'est le client web, il est natif dans Sage. Et puis on fera un focus sur des nouveautés un peu ergonomiques, les nouveautés des campagnes, parce que c'est vraiment le gros pavé sur la version 9 et qui est transverse, vous allez voir, pas forcément que de la comptabilité finance, ça peut être aussi sur les moyens de paiement, sur la logistique et distribution. Par exemple, et enfin la gestion intragroupe. Donc je rappellerai les autres nouveautés sur les différents produits. Vous verrez, il y a quand même quelques petites choses sympas que l'on attendait depuis un petit moment. Voilà. Donc je me connecte du coup sur 7000 sur une version web, comme je vous l'ai dit. Donc on a un portail où on s'identifie avec nos identifiants habituels. Ça ne change pas.
et on va se retrouver sur un portail web. Donc, pour vos équipes infra, c'est assez confortable puisqu'on n'a pas de maintenance des postes clients avec des applicatifs à installer. Alors, le portail web, il se présente de la manière suivante. Donc, c'est un portail riche pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est-à-dire qu'on a toutes les fonctionnalités de Sage. On va retrouver tous les menus, toutes les fonctions, etc. Et on a la possibilité, une présentation un petit peu différente, avec la possibilité de faire différents onglets dans lesquels on va pouvoir notamment rattacher des petits tableaux, des petits dashboards que l'on a ici. Ça peut être des camemberts, des graphiques, des listes. Ici, je vous présente des petits tableaux, notamment avec de la balance AG, hein, simplifiée. On a les différentes échéances avec la valorisation, par établissement, débiteur, les créditeurs, et avec un détail client en bas. Donc ça, c'est des états qui sont personnalisables, bien entendu, et chaque utilisateur ou groupe d'utilisateurs peut avoir ses propres petits tableaux. Je vais vous parler d'une fonctionnalité client léger riche, à savoir que vous allez retrouver bien sûr la possibilité toujours de sélectionner vos sociétés comme vous avez l'habitude de le faire en monobase. Si vous n'êtes pas en monobase, sachez qu'on peut avoir autant de sociétés que l'on veut ici et naviguer d'une société à une autre. On aura toujours l'accès aux différents menus en fonction de vos profils, ça ne change pas. Et on va avoir différentes choses qui changent. Donc là, c'est le groupe auquel je suis rattaché, identifié au moment de ma connexion, avec possibilité de changer de groupe si j'en ai plusieurs. On va voir, je vais vous en parler un petit peu plus tard dans les campagnes, on aura une gestion des tâches. Donc pour l'instant, je ne vais pas voir cette petite zone-là, mais j'irai voir tout à l'heure. On va en parler donc sur les campagnes. Une messagerie interne. Dès lors qu'on est en mode web, toutes les tâches que l'on va faire, une tâche d'impression, une tâche de traitement, etc., ça va vous envoyer des petits messages pour vous dire qu'est-ce que le logiciel fait, quand est-ce que le traitement est terminé, etc., etc. On pourra l'illustrer au travers de la campagne toujours. Voilà le choix des langues, des petites notifications que l'on peut activer pour activer certaines tâches. Un centre d'aide en ligne qui est plutôt bien fait, puisque en cliquant là, vous allez arriver sur le site Sage avec toute l'aide en ligne de l'ensemble des différents écrans, donc c'est plutôt pas mal. Le calendrier, je vais en reparler, là aussi c'est une nouveauté au travers des campagnes. Vous allez voir qu'on va pouvoir avoir un calendrier et on va pouvoir déporter nos différentes tâches sur ce calendrier. Donc ça c'est très important. Autre grosse nouveauté, on a l'aide, enfin pas l'aide, les demandes d'amélioration donc qui sont connectées, c'est-à-dire vous pouvez vous-même en tant qu'utilisateur maintenant faire des demandes à Sage pour une amélioration future, qu'elle soit faite dans une version majeure ou sur une version secondaire, enfin sur une release. Et vous pouvez même voter pour d'autres améliorations. Donc c'est très intéressant parce que du coup, maintenant vous êtes proactif sur les futures mises à jour que Sage va pouvoir vous mettre à disposition. Donc c'est très intéressant. Et ici, on verra, je vais vous le montrer juste après, on a maintenant une notion de recherche tout azimut, c'est-à-dire que à n'importe quel moment, je peux rechercher un écran, un tiers, un compte, etc., etc., dans toute la base, quel que soit le module, dès lors, bien sûr, que mon profil permet d'avoir accès à cette information-là. Alors, je reviens ici. Hop, pour vous me parler un petit peu des nouveautés. Voilà. Donc, j'ai résumé un petit peu ici les différentes nouveautés au travers d'un processus visuel, ce qu'on appelle les processus visuels. Tout simplement, c'est un objet qui est personnalisable dans lequel on va pouvoir mettre un certain nombre de tâches. Donc là, je m'en suis servi pour relister un petit peu ce qu'on a. Donc, ce que vous a présenté Raphaël, à savoir des nouveautés technologiques, on va dire, d'environnement et de technologie, donc tout ce qui est environnement et tout ce qui est technologie. Des nouveautés finances, donc partie comptable et partie IMO, des nouveautés sur les moyens de paiement et des nouveautés sur la LED. J'ai pas mis les campagnes, puisqu'en fait, les campagnes, je les ai mis en bas, puisque c'est une notion transverse, d'accord? Puisque je vous l'ai dit, les campagnes n'est pas forcément liées au module finance, au module moyen de paiement ou au module logistique. Il peut être complètement transverse, donc du coup, pas forcément rattaché à un type de produit. Mais je vais d'abord parler de notre environnement. Donc notre environnement, au-delà de la partie web qui a été un petit peu aménagée, améliorée, je vais vous montrer deux, trois petites choses. Alors certains connaissent peut-être, d'autres ne connaissent peut-être pas.
je vais vous parler un peu des processus visuels, puisque je vais faire ma démonstration avec ces processus visuels. Donc c'est des objets que l'on peut personnaliser. Vous voyez, là, ici, j'ai pris un processus visuel, entre guillemets, vierge. Le principe, c'est tout bête, en fait. Je vais pouvoir aller sur un écran, sur un menu, et je vais pouvoir prendre n'importe quel écran, et cet écran, je vais le prendre comme ça, et je vais pouvoir le glisser dans mon processus visuel, et créer comme ça mon propre processus avec les écrans qui vont m'intéresser, peu importe ce que vous mettez. Hein. Vous pouvez très bien mettre dans un processus visuel des notions de comptabilité, mais pourquoi pas des notions de banque paiement. Hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. On va mettre une remise bancaire, une constitution de remise. Et je vais pouvoir créer comme ça mon propre processus visuel. Et le fait de faire un processus visuel, en fait, ça va vous lister un certain nombre de tâches et vous pourrez, en cliquant dessus, directement accéder à votre écran. Ben oui, c'est très facile. Hein. Ça se fait en 3 clics. Donc, ça va vous permettre, le processus visuel, pour certaines populations, de pouvoir personnaliser les accès qu'ils ont au travers d'un écran très simple, sans avoir tout un menu avec tout un tas d'écrans qui sont forcément un peu plus compliqués, qu'on va notamment en général réserver plus à une population comptable qui sera plus peut-être multitâche. Voilà, donc ça c'est pour mes processus visuels. Alors c'est pas une nouveauté V9, mais comme je sais que tout le monde n'utilise pas cette partie-là, c'était intéressant de vous montrer ça. Côté V9, on a notamment des nouveaux outils de recherche. On a une petite loupe ici qui va vous permettre de faire une recherche tout azimut. Par exemple, je veux rechercher ma balance. Je vais taper balance. Et je vais retrouver tous les écrans ou tous les états qui contiennent la chaîne de caractères que j'ai saisie. Et du coup, je vais pouvoir, par ce biais-là, accéder à mon écran de balance et faire la balance comme si j'étais allé dans mon menu général, édition comptable, balance. D'accord? Donc, ce qui est assez intéressant, en l'occurrence, pardon, c'est une balance analytique, mais le principe est le même. Et vous allez pouvoir ici taper une chaîne de caractères et vous aurez tout ce qui va répondre sur cette chaîne de caractères, que ce soit un menu, un écran, un tiers ou n'importe quelle information, et vous pouvez donc cliquer dessus pour accéder directement à l'écran voulu. Donc c'est vraiment un écran de recherche très très fort, puisque là aussi, il n'est pas cantonné à une comptabilité, à des moyens de paiement ou autre. C'est vraiment tout azimut. Dans les nouveautés technologiques, on a aussi, enfin environnementales, on a aussi un écran de ce qu'on appelle un écran de recherche gauche. Ça va vous permettre de faire une recherche sur le côté, en fait, tout simplement, au travers d'un écran. On va aller ici, par exemple. Voilà, hop, vous avez un écran de recherche ici, où vous allez pouvoir, je vais juste, bon, voilà, je vais pouvoir essayer de rechercher un compte en majuscule. Ce sera mieux, bien entendu. En faisant mon recherche gauche, je vais pouvoir visualiser ici, hop, voilà, tous les comptes qui commencent par 606 ou 706, etc. C'est-à-dire qu'avant, si vous vous souvenez, vous aviez un écran de recherche qui était plutôt tapé en haut. Ici, ils ont changé un petit peu ça et ils nous ont mis sur l'ensemble de nos différents écrans un recherche qu'on appelle gauche, c'est-à-dire que notre table va être visible ici, ce qui permet, plutôt que d'avoir la fenêtre de recherche qui se met devant notre écran et de plus visualiser les différents éléments, on va pouvoir comme ça faire notre recherche directement par là. Et ça, on l'aura sur l'ensemble de nos différents écrans, tiers, comptes, interrogations, etc., etc. Donc, une nouvelle manière de rechercher nos éléments qu'on peut réduire à tout moment ou rouvrir en fonction de nos souhaits. Voilà. Je vais passer un peu plus rapidement sur le reste. On va avoir donc des paramètres d'interface, c'est-à-dire toutes les sélections que vous allez faire vont se retrouver dans tous les modules, aussi bien compta, moyen de paiement, IMO, etc. Ils ont optimisé les filtres aussi, donc nos filtres vont être beaucoup plus précis sur l'ensemble de nos différentes recherches. Encore une fois, vont être partagés. Hein. Ça veut dire que comment dirais-je, tous nos fonctions de recherche, etc., vont retrouver des filtres communs. Vous faites un filtre aujourd'hui sur un compte comptable, vous allez retrouver quel que soit l'écran qui va appeler ce compte comptable. Donc, les filtres seront bien mutualisés.
Côté technologie, Raphaël vous en a parlé, donc on a les OID numériques, hein. Avant ils étaient alphanumériques. L'OID c'est la clé, hein. C'est-à-dire que quand vous êtes sur une table de compte, d'écriture ou autre, chaque enregistrement a une clé unique qui permet de vérifier l'unicité du champ. Et donc Sage maintenant les a modifiés avec la V9 en numérique, donc on a des gains de performance et des gains de taille de base de données. Donc c'est assez intéressant. Donc la migration se fait toute seule lorsque on passe d'un dossier à un autre. Des tâches asynchrones, on va le voir notamment au travers des campagnes, ça va nous permettre de gérer des files d'attente, de planification de tâches. Voilà, on va le voir notamment avec ce petit icône là tout à l'heure. Ils vont ajouter aussi un conteneur de documents. Pour ceux qui sont en V8, vous le savez sûrement, il y a maintenant des conteneurs qui vont vous permettre notamment de stocker les factures ou de stocker les états comme les chèques, etc. Maintenant, les documents que l'on rattache dans une fenêtre, on va pouvoir les rattacher dans un répertoire précis. Et donc, la lisibilité sera beaucoup plus simple. Autre nouveauté fonctionnelle, on va pouvoir maintenant s'authentifier avec de l'Office 365 et pouvoir travailler avec le Google Calendar. Pourquoi Office 365? Parce que dans Sage, quand on va se connecter ici avec notre utilisateur, soit on va se connecter avec un utilisateur Sage propre avec son propre mot de passe, soit en utilisant votre mot de passe Windows quelque part. Et du coup, on peut aussi s'authentifier maintenant avec Office 365, ce n'était pas le cas avant. Dernière chose, et on aura fini avec l'environnement technologique, on va dire. Quand on va dupliquer maintenant une base de données pour faire une base de recettes, etc., les données personnelles sont anonymisées. Dur à dire. Voilà, donc pour respecter les données RGPD. Voilà un petit peu pour cette partie-là. Je vais proposer un petit slide d'ergonomie qui reprend un petit processus visuel, qui reprend donc tout ce qui est spécificité, donc le portail avec nos vignettes, la partie web avec une interface simple, intuitive, le bureau personnalisé, la gestion multidimensionnelle, ça c'est la notion de monobase. De l'Excel avec des liens dynamiques, notamment le Sage BI Reporting que certains d'entre vous doivent connaître, hein, on n'en a pas parlé, mais à partir de la V9, il est intégré en tout cas sur les nouvelles données. Et en fait, on va lire au travers d'Excel la base de données en direct. Et bien sûr, possibilité d'aller partager, notamment avec les processus visuels et les self-services, les données sur des tablettes, smartphones, etc. Voilà, ça c'était pour notre partie environnement. Je vais maintenant parler de la gestion des campagnes, ce qu'on appelle le fast closing. La gestion des campagnes, c'est la grosse nouveauté de la version 9. On va aller sur ce petit processus-là qui va permettre de le voir. L'idée, c'est quoi? On peut avoir un certain nombre de tâches qui sont répétitives, qui peuvent être assez chronophages, et notamment, on va parler côté finance, un exemple qui va parler à tout le monde. Quand vous faites vos clôtures, des clôtures mensuelles, trimestrielles ou autres, vous avez un certain nombre de tâches à faire qui peuvent être assez longues, assez fastidieuses, et parfois fastidieuse parce qu'on peut avoir une société, 2, 3, 4, 5, 10. Et du coup, si vous devez faire les clôtures dans toutes les sociétés, c'est assez long. Si vous devez ouvrir ou fermer les périodes dans toutes les sociétés, c'est assez contraignant, etc., etc. La gestion des campagnes a pour but de automatiser ces flux, d'une part, et en fait, on va créer des campagnes. Donc, une campagne, c'est un ensemble de tâches. Des tâches qui peuvent être automatisées, manuelles, ou même qui sont peut-être des tâches qui ne sont pas faites dans Sage, mais dont vous avez besoin de référer. Par exemple, vous faites une clôture, vous allez dire, il faut que je fasse une sauvegarde. Ben, vous allez pouvoir mettre une tâche de sauvegarde, même si ce n'est pas un traitement Sage, mais ça va vous permettre de dire, est-ce que ma sauvegarde est faite, oui ou non. D'accord? Donc, on va présenter tout ça. Donc, pour faire une campagne, il faut d'abord avoir un rôle qui est autorisé à faire cette campagne. Donc, ça peut être un rôle de contrôleur, de réviseur ou autre. L'avantage du rôle, c'est que si la personne change, je peux affecter mon rôle à une personne. Donc, ça me permet de gérer mes équipes. Je peux affecter un rôle à une équipe. Et si derrière mon équipe change, eh ben, j'ai juste à leur affecter le bon rôle. Et du coup, je n'ai pas besoin de refaire ma campagne. La campagne, donc on va d'abord créer un
modèles de campagne. Donc, en standard, vous aurez deux modèles qui sont livrés, qui sont la clôture et la révision comptable. Pour l'exemple, moi, je vais vous faire une campagne de contrôle mensuel. Vous allez voir qui est assez simple, mais je vais vous montrer d'abord la clôture, comment est constituée une campagne avec la campagne de clôture. Donc, la campagne de clôture se présente comme ça. En fait, une campagne, on va faire plusieurs étapes. Les étapes vont se suivre les unes après les autres. Et dans chaque étape, on va aller lui mettre un certain nombre de tâches. On retrouve ici, hop, au passage, ma petite barre verticale. Je prends une étape qui est la comptabilisation des écritures en attente. Donc, on va ici lister les différentes tâches que l'on veut. Ici, c'est comptabiliser tous mes abonnements en attente, faire mes répartitions périodiques, faire mes répartitions par établissement, vérifier si je n'ai pas des documents qui ne sont pas comptabilisés, comptabiliser les documents en attente, vérifier mes débordements, comptabiliser mes débordements, etc., etc. Donc, en fait, on va pouvoir ici, sur chacune de mes tâches, aussi bien faire des éditions, que faire des traitements, que faire des clôtures, etc., etc., etc. Et ces tâches, vous allez pouvoir les lister. Ça peut être des tâches automatiques que le logiciel va lancer, ou des tâches que vous allez dire à tel utilisateur, il faut que tu édites tel état, il faut que tu le contrôles. D'accord? Avant de passer à l'étape suivante. Et ce qui est intéressant aussi, voilà, je vais descendre un petit peu, ici, je vais aller là, c'est que les tâches que l'on va faire, on va pouvoir les associer à une société, mais aussi à plusieurs sociétés. Ce qui va me permettre tout simplement de dire que par mon utilisateur réviseur ici, par exemple, il va pouvoir traiter et la société 1 et la société 3 quand il va faire sa campagne de clôture d'exercice. Ça veut dire que je vais pouvoir lancer une campagne multi-société, soit en mettant mes sociétés une par une, soit en travaillant sur des familles de sociétés. Voilà, donc, hop, des campagnes est un peu plus clair et on va illustrer le propos au travers d'une campagne. Je vais vous la présenter tout de suite, qui s'appelle Contrôle du mois. Elle est là. Contrôle du mois, donc c'est une campagne assez simple où on va comptabiliser d'abord des factures d'achat et des factures de vente. Donc là, c'est un processus de gestion commerciale, d'accord, qui va se faire d'une manière automatique. Ensuite, on va lui dire, je vais éditer mes balances de charges et de produits, voir si j'ai bien travaillé et voir si j'ai pas de compte d'attente alimenté, ou du moins que mon compte d'attente est bien soldé. Ensuite, je vais demander à la personne, mes responsables, d'aller contrôler que ces états sont corrects, parce que les idées, c'est bien, les contrôler, c'est mieux. Et ensuite, je vais faire la supervision de ma campagne, contrôler que ma campagne s'est bien passée et faire mes sauvegardes. Voilà. Et en termes de périmètre, le plus sur la société 1 et 2. Voilà. Donc là, vous voyez, hop, je vais aller donc ici sur. Donc ça, c'était la définition et le paramétrage de mes campagnes. Maintenant, je vais passer à l'exploitation et je vais générer mes campagnes. Allez, on y va. On va générer une campagne. Donc, on a toujours le petit laïus qui vous explique à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Si vous voulez plus lire, vous pouvez cocher ici. Ça fonctionne bien aussi. On va sélectionner un modèle de campagne. Donc, on va prendre ma campagne de contrôle mensuel ici. On va lui mettre une date de traitement. Alors, ça c'est important puisque c'est une campagne. Les campagnes, je peux lui dire, je vais les faire tous les mois, tous les trimestres ou une fois par an. Je vais la faire aujourd'hui, pourquoi pas. Voilà. Et puis, voilà. Et donc, on a ici une sélection de dates, on met par défaut par mois. Très important aussi, quand on va définir une campagne, on va très bien pouvoir lui dire que on s'est posé concernant le mois dernier. On va pouvoir lui dire ici, est-ce que c'est une campagne qui concerne une période qu'on va saisir à chaque fois? Parce que j'ai des éditions qui vont être liées. Est-ce que c'est annuel? Est-ce que c'est par mois, etc. Donc, on va avoir une périodicité sur nos campagnes. Donc là, c'est une périodicité, du coup, mensuelle, pardon. Voilà. Et donc là, j'ai mes deux sociétés. Je pourrais très bien, au moment de générer ma campagne, dire, non, finalement, je vais faire que ma société 1, parce que ma société 2, je suis pas prêt, ou bien j'ai du retard, etc. Donc, à tout moment, on peut venir ici modifier ces éléments-là, et on va donc, une fois qu'on a fait nos choix, générer notre campagne. Voilà, je fais suivant. Il m'a dit qu'il a généré deux campagnes. Donc, il m'a généré une campagne pour la société 1 et une campagne pour la société 2. On va voir à quoi ressemble notre campagne.
Voilà. Donc là, ma campagne, elle est générée. C'est-à-dire qu'elle est créée, mais elle n'est pas pour autant commencée. Hein. Vous voyez ici, si je regarde ma campagne, on voit qu'effectivement, excusez-moi, elle est ici non commencée. Donc je retrouve en fait toutes les tâches de ma campagne. Voilà, donc je vais me dire ici, c'est très bien, hop, et je vais dire action, exécuter la campagne. Donc là, je lance le traitement de ma campagne, vous voyez, tout de suite, il se passe plein de choses. Donc quand c'est en gris comme ça veut dire que la campagne n'est pas commencée. Quand ça va commencer à être en bleu, ça veut dire que le traitement est en cours, et c'est écrit ici, traitement en cours. Je vais actualiser, hop. Voilà, on va actualiser au fur et à mesure. Normalement, il devrait changer à un moment donné de code couleur. Voilà, vous voyez, pouf, là j'ai des notifications. Vous voyez, ça apparaît ici aussi. Au fur et à mesure de ma campagne avance, il va m'envoyer des messages pour dire voilà, j'ai fait telle tâche, et à un moment donné, si la fin se passe bien, elle va passer en vert, si elle se passe mal, elle va passer en rouge. D'accord. Et il va vous envoyer des messages pour vous notifier de qu'est-ce qu'il est en train de faire. Vous voyez là, donc il a généré mes écritures d'achat, généré mes écritures de vente, il est en train de faire mes éditions de balance. Hein. Vous voyez, c'est en cours. Là, si j'actualise, je pense qu'il les a fini parce que on voit qu'ici en document, il est en train de m'envoyer des messages là. Il m'a généré des étapes. Pour actualiser, vous voyez, pouf, mes éditions sont bien en succès, donc elles sont bien passées. Et il passe à l'étape suivante, et ainsi de suite, selon le nombre d'étapes qu'on a fait. Là, par contre, les étapes suivantes, je lui ai pas mis de traitement automatique. Autant les deux premières, je lui ai dit tu comptabilises les factures ventes, tu comptabilises les achats, tu édites les balances. Par contre, les deux suivantes, je lui dis que c'est des tâches opérateurs. Donc, c'est à l'opérateur d'analyser les charges et produits et d'analyser ses comptes de vente. Donc, les étapes, elles sont prêtes à faire, mais elles ne sont pas encore faites. Je vais quand même aller ici et aller voir ce qu'il m'a fait. Parce qu'en fait, il m'a fait des éditions. Voilà, donc là, c'est tout simplement une balance générale par type de compte où on a fait un clic sur le compte 471 pour analyser mon compte transitoire d'attente. Et un autre état avec, ici, pardon, avec normalement les charges et produits. Voilà, qui me permet donc de vérifier, grosso modo, suite à la génération, c'est mes charges en l'occurrence. Voilà, donc on peut lier des états, on les récupère ici, etc. On va pouvoir ici voir que sur une tâche, je peux aussi rattacher un commentaire pour expliquer qu'est-ce que j'ai fait, où est-ce que j'en suis, etc. Donc une fois qu'on a fait ça, on va aller voir ma tâche opérateur. Et donc ma tâche opérateur qui est là, on va voir que je peux lui faire plusieurs choses. On va voir que je peux venir ici et je peux démarrer ma tâche d'analyse des produits. Vous voyez qu'on va pouvoir démarrer, voir les succès, voir les échecs aussi. On va voir qu'on a aussi, si je viens ici, dans ma liste des tâches, voilà, comme je suis l'opérateur 7, j'ai que c'est une tâche qui m'incombe, je vais voir toutes les tâches que j'ai à faire. Parce qu'on les a planifiées en fait, et on les a rattachées à ma personne. Donc je sais que en fonction des campagnes en cours, j'ai un certain nombre de choses à faire. Bon, j'ai une tâche, une création d'exercice, pour l'instant, je ne vais pas m'en occuper, c'est une tâche qui a été déjà démarrée. Mais celle que je viens de faire, on la voit ici, c'est bien les deux tâches que j'ai à faire ici, le contrôle du mois, pour les charges et produits et pour les comptes d'attente. Donc, je vais pouvoir démarrer mes tâches. En fait, c'est comme un pense-bête. Hein. Je vais dire, ah oui, tiens, en fait, j'ai cette tâche-là à faire. Donc, je vais pouvoir actualiser, mais démarrer ma tâche, etc. Donc, pareil, elle va suivre un processus. Elle est en cours. Et du coup, je vais pouvoir lui dire, ah ben, ok, maintenant qu'elle est en cours, j'ai fait mon analyse de ces comptes. Est-ce qu'il faut que je l'annule? Est-ce que je veux ouvrir mon écran parce que je veux aller vérifier ce que j'ai fait? Est-ce que je veux aller lui dire ok c'est bon, j'ai vérifié les comptes, c'est un succès? Et du coup, il va mettre à jour toutes mes tâches comme ça au fil de l'eau et je vais voir la traçabilité de toutes les tâches et de tout ce que j'ai fait. Bien entendu, là il va passer normalement au vert. On peut aussi, en cliquant non pas sur la petite flèche mais sur le petit bonhomme, aller voir ici la liste des tâches qui concernent cet utilisateur. Là, vous voyez, on voit qu'il n'a plus qu'une tâche puisque j'ai analysé mes charges et produits. Donc, la tâche, elle a disparu. Et maintenant, il ne me reste plus que la tâche analyser
des comptes en cours que je peux démarrer aussi par ce biais-là. C'est la même chose en fait, hein. Soit par les petits icônes que j'ai fait tout à l'heure, soit directement aussi. Et là, je peux valider un succès ou bien un échec. Voilà, donc plusieurs manières d'accéder à notre information, toujours des petits messages ici qui vont m'informer de ce qui se passe. Et vous voyez que si j'actualise ici, voilà, les 2 lignes sont en succès et maintenant il me reste à superviser, à faire mon contrôle de supervision de campagne et à faire mes sauvegardes qui sont des tâches là aussi prêtes mais pas encore démarrées. Je pourrais aussi aller dans mon calendrier, puisque j'ai un calendrier. Sinon on voit pas bien notre calendrier. Voilà. Et on voit qu'ici, j'ai bien des tâches qui sont là. Donc, on est bien le 17. Il m'a bien fait mes tâches de supervision. Et je vois qu'ici, j'ai des tâches qui s'appliquent où je vais pouvoir démarrer mes tâches ici aussi. Donc là, en gris, hein, c'est les tâches qui ne sont pas encore commencées. Hein. En gris qui ne sont pas commencées, en bleu qui sont en cours et en vert qui sont finis. Donc, je pourrais très bien, à travers mon calendrier, avec le code couleur change, je pourrais très bien ici lancer encore une fois une tâche par ce biais-là pour aller jusqu'au bout, pardon. J'ai fait un clic droit au lieu d'un coup de clic gauche. Alors, je peux modifier aussi ma tâche. Enfin, je peux même changer la date, hein, parce que c'est un calendrier. Donc je pourrais très bien déplacer la date de ma sauvegarde, parce que finalement, j'estime que je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais je vais la faire la semaine prochaine. Et donc, tout ça va faire que nos tâches vont suivre leur cours, et vous voyez, je peux revenir ici, ou je peux aller sur ma campagne, enfin, peu importe par quel accès je rentre, je vais toujours pouvoir dire, est-ce que c'est un succès, est-ce que c'est un échec, etc., etc. Voilà, je vais aller fermer ça, je ferme mon calendrier, je reviens sur ma campagne, et du coup, je vais pouvoir aller consulter mes campagnes. Et en fait, quand je vais faire consulter les campagnes, d'ailleurs, je dois peut-être plus faire sélectionner, parce que je prends celle qui m'intéresse, ce sera mieux. On va prendre donc la campagne du mois. Et donc, je vois que effectivement, les campagnes du mois, j'ai 2 campagnes ici qui sont terminées. J'ai ma campagne ici que je suis en train de faire, qui n'est pas complètement terminée, c'est celle que j'ai lancée aujourd'hui. Et je vois que j'ai des campagnes ici qui ont été lancées, mais qui n'ont pas été commencées. Hein. En bleu, je vous rappelle, une campagne qui est en cours. En vert, c'est qui est terminée. Succès, hein. En rouge, c'est un échec. Et en bleu, c'est qu'elle n'est pas commencée, pardon. Et là aussi, je peux bien sûr cliquer dessus et je retrouve mes éléments. Je vois bien que je suis sur les étapes de supervision. Je vois bien que cette étape est un succès, que cette étape est toujours en cours. Voilà. D'accord? Donc là, pareil, je peux, quel que soit le moyen, par les notifications, par le biais de la campagne, par le calendrier, je peux lui dire est-ce que c'est un succès, un échec, etc. etc. Voilà. Enfin, on a un suivi de campagne qui est assez intéressant, puisque c'est un écran qui va nous permettre de voir toutes les campagnes qui sont en cours. Là, vous voyez que ma campagne, elle a disparu. Hein. La campagne de Société 1 de clôture du mois de décembre, elle n'est plus là, puisque je viens de la terminer. Par contre, je vois toutes mes autres campagnes qui sont en cours. Et ce qui est intéressant ici, c'est que je vais pouvoir afficher, par exemple, uniquement les tâches qui sont sélectionnées, c'est-à-dire les tâches à faire. D'accord? Je peux lui dire ne pas afficher les tâches terminées ou annulées. Donc, je vois que les tâches qui sont en cours. Voilà. Et je peux afficher uniquement les tâches propres à mon opérateur. Donc, selon mon avancement, je vais pouvoir visualiser toutes les tâches à faire, toutes les tâches qui sont, y compris celles qui sont faites. Je fais comme ça. Voilà. Donc, je vais pouvoir voir soit les tâches qui sont annulées, soit les tâches qui sont en cours, soit les tâches, enfin que les tâches opérateurs, c'est-à-dire que ça enlève toutes les tâches automatiques en fait, grosso modo. Et du coup, ça va permettre à chacun d'avoir un suivi au niveau de ses campagnes. Voilà. Donc ça, c'est la grosse nouveauté pour l'organisation des services. Hein. Donc ça permet comme ça de définir des tâches, d'organiser toujours pour aller toujours plus vite dans le fast closing et la gestion multisociété des informations. Donc Vincent a bien détaillé en fait cette possibilité. Donc c'est les nouveautés de Sage V9 et c'est cet outil-là qui vont enrichir énormément
avec d'autres fonctionnalités. Le workflow va passer avec cette nouvelle façon de créer les campagnes. Ils vont enchaîner avec le workflow dessus. Même une partie des automates vont arriver dans ce calendrier et dans cette gestion de campagne. Tout ce qui est révision, donc là, ça nous permet de faire une petite révision, mais c'est le début. Hein. Il y a encore d'autres nouveautés qui vont arriver sur la révision de la comptabilité pour vraiment enrichir encore le fonctionnel. C'est bien, Vincent. Donc, il est 10h50. Une autre petite fonctionnalité. Je fais un petit focus sur le groupe. Oui, je fais un petit focus très bien. Sur la partie groupe. Donc, oui, parce que ça, c'est très intéressant. On va parler de la partie donc flux intragroupe. Juste avant, je vous en parle en 2 secondes. On peut faire du marquage multiple pour une même écriture. Avant, on peut faire qu'un seul marquage par écriture. Maintenant, on peut faire du multiple. On peut enfin exporter le grand livre en natif sur Excel. Ça, c'est magique. Avant, on était obligé de faire un descriptif particulier ou alors d'avoir un export pas toujours très propre. Ils l'ont enfin intégré. C'est une vieille demande. Enfin, ils l'ont fait. Donc, ça, c'est chouette. Voilà, et on va en parler, juste une petite parenthèse, mais elle nous a fait plaisir, donc j'en parle quand même. On va parler de la gestion de groupe. Allez, tac, on y va. Donc gestion de groupe, c'est une des fonctions qui... Oui, pas cliquer. Voilà, pardon. Donc la gestion de groupe, hein, c'est quelque chose qui existe depuis un certain temps sur Sage, depuis la version 5 aussi, je crois. Mais on a eu pas mal de petites améliorations. Pour rappel, la notion groupe, c'est-à-dire que toutes les tiers qui sont les tiers groupes ici, tous les flux qui sont saisis dans Sage sont identifiés comme étant des tiers groupes. Je vous rappelle, on identifie aussi un référentiel, je fais un rappel très rapide sur ça, où on va retrouver tous nos tiers ici, société 1, je prends l'exemple des tiers, c'est pareil pour les comptes et autres, où on a des notions de partage, vous savez, avec le dossier qui est le partage commun avec tout le monde, l'activité, ici on est sur une société de tiers négoce. Si je vais aller sur la société 2, on va voir très rapidement que mon partage ici, je vais voir que les tiers de la société 2, donc je ne vois plus les tiers de type négoce. Par contre, je vois qu'il a des tiers de type service et qu'il a un tiers spécifique pour la société 2 qui n'est présent que chez lui. D'accord? Donc ça, c'est le partage de notre référentiel parce que nous sommes sur une monobase. Et parce que nous sommes sur une monobase, tous les flux qui vont être liés entre ces différents tiers vont être identifiés comme des flux intragroupes. Et je vous rappelle, on peut le faire avant, on pouvait le faire qu'au travers de cet écran-là qui nous permettait de générer les pièces réciproques. Je vous rappelle le principe, je fais une saisie d'un tiers groupe sur la société 1, d'accord? Je vais me remettre sur la société 1, pardon pour le coup. Je fais une saisie sur un tiers de la société 1 qui concerne la société 2. Et derrière, avant cette version, il fallait donc paramétrer la réciprocité, quel journal, que mon journal, donc on saisissait une vente, dire que mon journal de vente correspond à un journal achat, mon compte 6 correspond à un compte 7, etc. Donc on paramétrait les conditions pour passer l'écriture réciproque qu'il fallait l'historiser et dès lors on pouvait générer en automatique la réciprocité dans la société fille. Là, ce qui change, c'est qu'on n'est plus obligé d'historiser le flux. Donc ça, c'est un grand pas parce que ça nous freinait un petit peu. Donc ça, c'est la première chose. On a en plus maintenant la possibilité de générer les flux intragroupes au niveau des commandes, au niveau de la LED. D'accord? Ça, c'est une des nouveautés de la V9. Avant, on pouvait le faire que au niveau de la comptabilité et on peut le faire aussi au niveau des factures. D'accord? Donc là, on a un focus intragroupe au niveau de la LED et non plus que en finance. Autre nouveauté importante, on a beaucoup de clients qui ne gèrent pas forcément la notion intragroupe dans Sage parce que pour des raisons X ou Y, parce qu'ils ont déjà des logiciels qui envoient les factures, etc. Donc ils le gèrent par ailleurs. Et du coup, on a un gros traitement qui consiste à rapprocher les écritures entre elles et c'est pas toujours simple. On a déjà une nouveauté ici, si je fais... Attendez. Je vais me mettre en mode restitution, sinon ça va pas bien marcher. Je vais me mettre donc en mode restitution. Je vous rappelle, le mode restitution me permet de voir tous les flux entre plusieurs sociétés. Soit je les coche ici, société 1, 2, 3, 4, soit je restitue toutes les sociétés. Je peux faire des familles si j'ai préenregistré des ensembles de sociétés. Je vais aller sur un écran de recherche d'écriture que tout le monde connaît. Je vais aller faire un flux intragroupe juste pour identifier des flux que j'ai passés au 16 décembre. Je vais actualiser. Vous allez voir, ce qui m'intéresse ici, c'est que maintenant, on a un champ qui s'appelle un intragroupe. C'est-à-dire que maintenant, par défaut, je
sais pas si tout le monde connaît d'ailleurs cette notion-là, c'est pas une nouveauté V9, mais bon, c'est bien de le rappeler. Quand on fait des interrogations, on peut prendre un champ n'importe lequel et on peut le monter pour faire un regroupement. Le champ intragroupe, c'est ça qui m'intéresse, c'est la nouveauté. Il n'était pas topé, mais comme tel. Il va être encore amélioré avec les releases, pardon. Dis-moi. Le champ intragroupe aujourd'hui, je peux le prendre et je peux le mettre ici comme ça directement. Ça va me permettre en fait d'identifier quelle est la société en fait, la société intragroupe sélectionnée. Hein. C'est-à-dire que là en fait je suis, vous voyez, sur l'établissement 1, je suis sur la société 3, je suis sur la société 2 et je sais que c'est des écritures qui concernent les tiers de la société 1. Et ainsi de suite. Donc très rapidement, je peux identifier mes flux intragroupes. Et dans une prochaine release qui va arriver très rapidement, on aura cette notion de flux intragroupe dans nos filtres de sélection par défaut. Hein, on l'a pas encore, mais ils vont l'intégrer là très, très, très prochainement. Donc ça, c'est sympa parce qu'on va vraiment aller beaucoup plus loin sur les interrogations, sur la restitution. On va identifier le flux très rapidement. Donc là, tous ceux qui sont société 1, 2, 3, donc c'est des tiers groupes mais rattachés. Et du coup, ceux qui n'ont rien, c'est-à-dire tout simplement, c'est des flux qui ne sont pas groupés. On retrouve, vous voyez, un autre tiers qui s'appelle du crédit et non pas un tiers groupe, société 1, 2, 3, 4. Voilà, donc ça c'était un petit focus. Du coup, si je ne gère pas la notion intragroupe au sens Sedge, c'est pas Sedge qui génère mes écritures mes réciproques, quelle qu'en soit la raison. On a une nouvelle fonction qui est très très intéressante, qui est le rapprochement. Le rapprochement a pour objectif de toper, en fait, ici, voilà, d'aller rapprocher les flux intragroupes, tout simplement. Donc c'est comme un rapprochement. En fait, on va réconcilier les flux entre la société, par exemple, 1 et la société 2 ou 3. Enfin, là, j'ai pris 1 et 2. Hein. Donc, en haut, j'ai les flux de la société 1. En bas, j'ai les flux de la société 2. Et ben, du coup, je vais pouvoir... En fait, c'est souvent un traitement que l'on fait manuellement ou au travers d'Excel où on contrôle qu'effectivement, on a bien la réciprocité entre les deux sociétés et qu'on n'a pas oublié le flux d'un côté ou de l'autre. Et ben là, très simplement, comme vos flux intergroupes sont identifier, topper directement, vous allez très vite pouvoir voir effectivement s'il y a des incohérences entre la société 1 et la société 2. Là, par exemple, les 358, s'ils sont d'ailleurs, typiquement, vous voyez, je vois ici, et donc il me flag les flux directement. Et donc, je vais très vite voir s'il y a une réciprocité qui me manque entre mes deux sociétés. Donc ça, c'est une nouveauté que l'on n'avait pas avant. Et bien sûr, après, si on rapproche, ça va topper les flux. Oui, pardon, sur mode mes restitutions, il aurait fallu que je me mette, pour ceux qui ne savent pas, le mode restitution permet de faire des éditions, des consultations, mais pas d'assignement. Voilà, je reviens sur ma société 1. Et ici, pardon. On va se mettre en 2020, il a gardé 2020, je prends un avec la société 2 et j'actualise. Voilà, donc je retrouve ici donc ma réciprocité, je vais cocher les 3 premiers, j'ai vu qu'ils étaient déjà topés, je rapproche, ils vont disparaître de ma liste, j'ai pas cliqué, pardon, et voilà, et du coup je vais pouvoir ici réconcilier beaucoup plus facilement mes flux intragroupes. Autre nouveauté qui est pas mal du tout, pour ça je vais faire un petit crochet sur la société 2, on a un petit traitement maintenant qui nous permet de faire de la refacturation des charges intersociétés. Hein, donc en fait, tout simplement, pardon, on va pouvoir me refacturer les charges entre société 1, 2 et 3. Donc je vais avoir un petit exemple ici que je vais pouvoir faire rapidement, j'essaie de me... je suis pas allé sur la société 2. Ah, pourquoi j'ai pas marqué de refacturation ici, hop. Voilà. Donc, hop, ce qui m'intéresse, c'est ça en fait. Voilà, ici je vais faire, donc on va définir des règles de refact. On va dire voilà, je vais refacturer les flux, donc je décide quel est mon journal et sur quelle société est-ce que je vais refaire la refacturation avec un détail
avec un pourcentage pour dire je fais un éclatement à 50% sur la société 2 et 50% pour la société 3. Donc c'est très pratique, ça, on va pouvoir le faire de manière automatique et refacturer nos achats ou bien nos ventes directement par Cibien. Ici, d'accord. Et puis après, on va mettre la référence qui correspond, que l'on souhaite. Et puis on ira tout simplement avec des critères multi, parce que je prends des critères de simulation, quelle plage de date, etc. Et avec une activation qui va vous permettre de visualiser quels sont les flux que vous voulez refacturer avant de le faire directement. Voilà. Ça c'est traitement qu'on pourra planifier aussi. Toujours. Et que vous pourrez même, qui dit planifier, vous pouvez même rattacher à une gestion de des campagnes, aussi, parce que dans vos gestions de campagne, vous pouvez mettre vos flux à tableau. Dernier point que je voulais vous montrer, parce qu'il est sympa, c'est celui-ci. C'est ma balance groupe. On va pouvoir maintenant oui, je voulais prendre 2020, il m'a pris mes 2019, bon, c'est pas grave. Voilà, on va pouvoir faire maintenant une balance groupe en natif. Ça aussi, c'est des choses que l'on faisait souvent avec des états particuliers ou autres. Maintenant, Sage j'ai intégré cette partie-là, c'est-à-dire qu'on peut avoir une balance qui va regrouper tous mes flux intra-groupes. Alors, ça va me permettre d'un côté de voir vraiment que mes flux intra-groupes. Vous voyez, là, j'ai la correspondance des comptes. Ça veut dire que je vais retrouver ici, je vais réduire. Voilà, je vais me retrouver ici. Donc là, c'est que mes flux intra-groupes, donc mes flux inter-sociétés. Je vais retrouver par contre ici un seul qui va me permettre de voir, en gros, est-ce que mes flux intra-groupes sont bien équilibrés, est-ce que je suis bien à 0, pardon. Et si je suis pas à 0, ça me permet de voir quels sont les couples entre la société d'origine et la société destination. Quels sont les couples qui ne sont pas équilibrés et où est-ce que potentiellement j'ai un problème. D'accord? Et on va pouvoir le voir compte par compte ou regroupement par regroupement. Bien sûr, vous pouvez très bien ici ne prendre que certaines correspondances de comptes pour ne pas avoir toutes vos correspondances. Ou alors, vous pouvez très bien faire juste un couple entre société 1 et société 2 si vous voulez voir la corrélation entre vos flux intra-groupes, entre un seul binôme ou une vision globale comme je l'ai fait ici. Et enfin, quand vous faites vos balances, du coup, c'est un peu presque sur la même philosophie. Vous allez pouvoir soit faire une balance sans les cumuls intra-groupes en natif, c'est-à-dire qu'ils sont exclus, d'accord? Voilà. Avec toujours la possibilité de détailler par société pour voir quel est l'impact, quel est le poids de chaque société sur la balance. Alors, ce n'est pas de la conso statutaire, c'est de l'agrégat de compte ici. Et après, on a aussi quand même, c'est pas mal, la possibilité de voir la même balance, mais cette fois-ci avec vos cumuls intra-groupes. Il faut quand même actualiser pour que ça fonctionne. Sinon, ça ne fonctionne pas. Pourquoi j'ai rien d'ailleurs? Puisque j'ai fait un filtre qui n'est pas actif, donc forcément ça fonctionne moins bien. Voilà, tout de suite ça va aller mieux. Donc là, cette fois-ci, j'ai intégré mes flux intra-groupes où je peux voir uniquement mes flux intra-groupes, mais ça va revenir à peu près à ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire que mes flux intra-groupes tout seul. Donc, j'ai intégré vraiment un état, une balance pour gérer mes flux intra-groupes et avoir la visu vraiment très rapide sur ces notions-là. Donc, on a une vraie progression, une vraie amélioration là-dessus, et ils y travaillent encore parce que c'est vraiment un des gros points forts de Sage, de pouvoir identifier les flux intra-groupes nativement sans avoir à faire des choses particulières. Je vous montre un dernier point, parce que je sais que le chrono tourne. Oui. J'essaie de faire vite. Mode restitution, j'y suis. Et après, on fera un focus sur les dernières nouveautés. On peut aussi faire des règlements groupes. Les règlements groupes, c'est tout bête. Ça veut dire qu'on va faire des bordereaux de règlement. Ça, vous connaissez. On va sélectionner une étape d'échéance qui va mettre le mode de règlement, etc. On va aller en échéance et on va tout simplement faire action exécutée. Je l'avais déjà. Bon, c'est pas grave, je vais le récupérer ici. Ça me permettra d'aller plus vite. Je suis sur ma société 2, donc il n'est pas content. D'accord, bien sûr, parce que, hop, je voulais aller par défaut sur ma société 1, ce petit piège, parce que c'est ma société 1 qui porte mes paramétrages, on va dire ça comme ça. Je reviens d'abord sur ma société 1, je remets en mode restitution, vous allez voir, on va être beaucoup plus confortable. Hop, 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 voilà, on y est.
J'y retourne. Donc, règlement fournisseur, donc c'est ma société qui va donc du coup régler pour les copains. Bon. Voilà. Hop, je vais faire ma recherche. Et on va aller sur échéance. Donc là, en fait, je crée mon bordereau de règlement. Je vais chercher mes échéances un peu. Vous savez, quand on crée un bordereau, qu'on va sélectionner une étape, on va faire recherche des échéances. Il va chercher toutes les échéances qui correspondent à ces flux-là. Et donc, ça va me retrouver, c'est large, mes flux. Et donc là, je vais retrouver, en fait, l'intérêt. Voilà, il y arrive. Je vais retrouver tous les flux à payer entre mes sociétés 1, 2, 3, 4, etc. Et donc, j'aurais plus qu'à dire, ben, OK, on y va, tac, 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 je vais régler ces flux-là. Et le fait de faire ça, lorsque je vais comptabiliser, eh ben, en fait, tout simplement, ça va, au travers d'un compte 45, ça va solder le compte tiers sur ma société 2 avec mon compte 45. Et moi, je vais me retrouver avec un bordereau côté comptable qui va, donc dans la société 1, parce que je dis que c'était la société 1 qui porter le paiement. Du coup, je vais me retrouver avec ici ces deux écritures-là. Et là, en fait, j'ai un flux qui correspond à ma société 1 et j'ai un flux qui correspond à ma société 2. Et si on allait voir dans la société 2, il est allé me créer un petit flux. J'enlève mon nom d'institution, je passe en société 2. Et hop, excusez-moi, je suis un peu vite, mais je me retourne. Il y a plein de choses à dire avec ce B9. Voilà, j'y vais ici. Hop, 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 hop. Exploitation, saisie par l'eau. Parce que j'aime bien passer par la saisie par l'eau. Voilà, on a ici, vous voyez, il m'a fait une écriture en automatique où il a fait le règlement pour la société 1. Donc, en fait, il a soldé la créance correspond à ce compte fournisseur pour le passer sur un compte 45. Et du coup, de l'autre côté, il a fait un compte 45 pour repasser le flux pour pouvoir le payer. Donc, ça, c'est pas mal du tout si vous êtes amené à faire des paiements groupes. Voilà, j'en ai fini pour cette partie-là. Je passe un petit mot, si tu me permets, René Raphaël, sur les dernières petites nouveautés. Je fais très vite. Et après, on passe des questions de réponses. Aux questions, oui, voilà. Donc, c'est voilà. Juste pour finir sur cette notion de groupe. Donc, la notion de société dans la monobase est vraiment une notion comme le reste. Et donc, on travaille vraiment avec cette vision groupe. Cette vision multi-société, toutes les actions maintenant vont pouvoir se faire d'un seul coup, quelle que soit la société, avec ou en même temps, pour toujours gagner du temps et toujours rester, en fait, cette vision un peu macro sur l'ensemble de mon groupe d'un seul coup. Voilà. Alors, côté IMO, c'est ce petit pavé. Donc, on a un nouveau module dans les IMO optionnels qui permet de gérer les subventions, donc les subventions d'investissement, donc chose que l'on n'avait pas avant avec les schémas comptables, etc. Je dois bien montrer, mais on est un peu court. Voilà. Donc, en gros, on peut créer des subventions, faire des schémas de comptabilisation et on peut faire les reprises annuelles ou bien périodiques sur ces flux-là. Très rapidement, on a des améliorations sur les biens physiques, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui gèrent les inventaires physiques, ils ont un peu amélioré le principe. Ils ont refondu aussi mais les étapes 2054-55. Voilà, donc plusieurs petites améliorations à ce niveau-là. Très rapidement. Et puis après, les autres améliorations, on peut en discuter pendant des heures. On pourra se voir en tête à tête si vous voulez avoir des points particuliers. Mais voilà ce que nous, on voulait présenter dans l'heure impartie au niveau des avancées de la V9. Donc, grosse avancée. Et c'est sur... un petit point, mais Raphaël, si tu me permets, parce que c'est important. On a, donc, Raphaël vous en a parlé, la comptabilisation des relevés avec tiers. Donc, c'est un nouveau format qui nous permet de comptabiliser des flux de relevés type les virements clients en intégrant le tiers. Donc, ça, c'est super important. Bon, création des codes AFB, tout ça, c'est un peu plus anecdotique, mais en trésorerie, c'est sympa. Et en logistique et distribution, maintenant, alors ça paraît bête, mais c'est un truc qu'on n'avait pas et qu'on attendait depuis longtemps. On peut maintenant générer les avoirs directement à partir des factures, ce qu'on ne pouvait pas faire. Donc c'est tout bête, mais c'est très sympa. Et on peut gérer les petits prix maintenant. Pour ceux qui ont des prix à 3 ou 4 décimales, on ne savait pas le gérer correctement. Maintenant, on l'a intégré. Voilà. Et enfin, pour ceux qui ont la loi anti-fraude sur la TVA, on a une petite option qui permet d'enlever les bandeaux. En fait, quand on édite une facture, quand elle n'est pas validée, ça mettait que on avait un filigrane qui mettait sur les factures comme quoi c'était des factures provisoires. Donc maintenant, on a la possibilité d'enlever ces options-là ou de les laisser. Donc on a plus de souplesse par rapport
à cette loi-là. Donc, c'est pas des grosses nouveautés, mais c'est des nouveautés quand même intéressantes. Les grosses nouveautés, on les a présentées. Ergonomie, gestion de campagne, ça c'est le gros point fort. Les nouveautés intra-groupe et les subventions, qui c'est quand même un nouveau pavé assez intéressant sur la partie immobilisation. Voilà, j'en ai fini. J'espère ne pas avoir été trop long. Parfait, Vincent. Merci pour toute cette présentation. Et puis, je sais très bien que tu peux en parler pendant des heures, tellement c'est riche de nouveautés et de nouvelles fonctionnalités. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à nous poser des petites questions avec sur le chat ou nous interloquer. Allez-y. Ne soyez pas timide. Non, pas de questions particulières. Est-ce que la présentation vous a plu? Est-ce que ça a répondu à vos attentes? Donc, s'il n'y a pas de questions, n'hésitez pas oui. N'hésitez pas à communiquer avec nous ou avec vos commerciaux si vous voulez plus de questions ou une présentation un peu plus personnelle. Voilà. Merci Vincent pour cette présentation. L'heure est terminée. On va faire d'autres créneaux comme ça assez régulièrement. Hein, il y en a une autre au mois de janvier qui sera. Comment? Je crois qu'il y a une question. Ah, alors vas-y. Je la vois pas. Non, c'était juste un. Ou alors j'ai pas. Non, ce sont des merci. Ah, ok, parfait. Bon, merci à vous aussi. Oui. Donc voilà, on va recommencer ce cycle assez régulièrement sur l'année prochaine, hein, et notamment sur la V9 R1. Donc au mois de janvier, il y aura une autre présentation aux alentours du